Tout un monde, Marie-Hélène Freixet. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous, ce soir la galaxie maçonnique. Qu'en est-il aujourd'hui de la franc-maçonnerie dans le monde? Nous sommes en compagnie de Daniel Keller, le grand maître du Grand Orient de France, et nous traitons ce sujet à l'occasion de 2 expositions à Paris, franc-maçonnerie à la Bibliothèque nationale Mitterrand et Templiers et francs-maçons au musée de la franc-maçonnerie. Au plaisir ce jour nous convie, tout enchante dans ce banquet. Quel bien pour la maçonnerie, quand Luxembourg tient le maillet. Malgré l'état de sa naissance, de niveau chez nous il se met. On ne voit pas de préséance, quand Luxembourg tient le maillet. On ne voit pas de préséance quand Luxembourg tient le maillet. Défense des droits et des libertés, recherche de l'égalité, promotion de la laïcité. La franc-maçonnerie affirme poursuivre depuis 3 siècles la réalisation de valeurs universelles et pourtant, depuis son origine, elle existe sous des modes extrêmement différents dans les pays où elle est implantée et il ne semble pas, à première vue, paradoxalement, qu'il y ait énormément de contacts à l'échelle internationale entre ces diverses branches, ce qui peut surprendre à l'heure de la globalisation, où justement il y a un urgent besoin de pensée globale. 2 expositions à Paris viennent d'ouvrir avec un propos historique pour dévoiler les origines des sociétés maçonniques, en éliminant au passage quelques fantasmes, mais elle n'évoque pratiquement que la franc-maçonnerie française, alors que quiconque se rend en Angleterre ou aux États-Unis voit bien la présence et l'influence quasi officielle de la franc-maçonnerie. D'où notre propos aujourd'hui de compléter ces 2 expos en ouvrant plus large et en nous demandant à quoi ressemble cette famille maçonnique qui est disséminée à travers le monde et sur tous les continents. Bonjour Daniel Keller. Bonjour. Alors vous êtes grand maître du Grand Orient de France, ça fait beaucoup de grandeur et je suis un petit peu intimidée, mais les auditeurs de France Culture ont l'habitude de vous entendre le dimanche matin dans ce que nous appelons nous les professionnels, les émissions de cahier des charges. Donc le dimanche matin, ce sont les émissions. Je crois que le Grand Orient de France y est présent 1 fois par mois. Le premier dimanche de chaque mois, dans le cadre de l'émission Divers aspects de la pensée contemporaine. Alors on va pas parler uniquement du Grand Orient, on va plutôt parler de la galaxie maçonnique, comme je l'appelle. Et on va peut-être commencer par des chiffres. On commence par la France, après on ira vers le monde. On dit 170 000 maçons, toutes obédiences confondues, donc pas seulement la vôtre. Ce chiffre, vous y souscrivez à peu près? C'est le bon chiffre, on va dire. Et dans cet ensemble, le Grand Orient de France représente à peu près 1/3 de ces francs-maçons, hommes et femmes. Un peu plus de 50 000. 52 000. D'accord. Alors, hommes et femmes, beaucoup d'hommes, peu de femmes. Il y a eu un essor de la franc-maçonnerie féminine depuis une 30aine d'années, mais c'est encore quand même de l'ordre de 10%, quelque chose comme ça. Alors, hommes et femmes au Grand Orient depuis 2010, puisque le Grand Orient s'est ouvert aux femmes récemment, après des débats qui ont duré plus d'1 siècle. Et aujourd'hui, il y a un peu moins de 2500 femmes, en moins de 5 ans, sur 52 000. Alors on va sortir de cet horizon français. Quand on regarde sur Internet, on s'aperçoit qu'il y a un très grand fractionnement. On va pas trop s'attarder là-dessus. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de la franc-maçonnerie, des accusations de satanisme. On va laisser ça de côté pour aller vers le monde. Parce que quand on regarde la carte des francs-maçons dans le monde, donc on tombe sur un chiffre de 2 à 4 millions. Donc là encore, je vous pose la question, ce chiffre, vous y souscrivez? Je pense qu'on est plus près de 2 que de 4. Donc en cours d'expansion ou en cours de récession? Les deux à la fois. Parce que quand on parle de la maçonnerie au plan international, on est confronté à une donnée qui n'est pas homogène. Il faudrait parler des francs-maçonneries.
Et ces francs-maçonneries ne connaissent pas le même essor dans le monde aujourd'hui. En plus, certaines ont été presque totalement détruites en Europe, par exemple, en Allemagne. Enfin, les régimes totalitaires ont éradiqué les réseaux francs-maçons. En 1943, en Europe, il n'y avait que 5 pays où l'on pouvait être librement franc-maçon: la Norvège, l'Islande, l'Angleterre, l'Irlande et la Suisse. Partout ailleurs, les francs-maçons ont été pourchassés, persécutés et pour certains assassinés. Alors, avant de faire l'analyse de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, puisque je sais que vous-même vous êtes très attaché aux contacts internationaux, on va peut-être revenir aux origines, parce que les origines de la franc-maçonnerie sont également transnationales. Donc, pour la profane que je suis, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'origine britannique et écossaise, plus particulièrement de la franc-maçonnerie ? Le plus ancien texte dont on dispose et qui est montré dans le cadre de l'exposition qui se tient actuellement à la Bibliothèque nationale de France date de 1599. C'est une loge écossaise d'Écosse et c'est un tracé de tenue. Donc, on sait qu'en 1599, la maçonnerie que nous pratiquons aujourd'hui existait déjà. Donc, tracé de tenue, c'est bilan d'une réunion. C'est le compte-rendu de la réunion. Alors, certainement que cette maçonnerie que nous pratiquons aujourd'hui existait avant 1599, mais bon, là, on est dans le brouillard. En revanche, à partir de cette date, on a des documents authentiques. Et puis, la grande date, évidemment, qui va succéder, c'est 1717, la naissance de la Grande Loge de Londres. Voilà. Ensuite, 1723, les constitutions du pasteur James Anderson, mais aussi de Jean-Théophile Desaguliers, protestant français qui avait immigré en Angleterre. Qui, elles sont valables dans toutes les maçonneries du monde ? Qui sont, on va dire pour faire simple, la Bible des francs-maçons. Bon, c'est-à-dire un pasteur protestant qui en est un des co-rédacteurs. Et on pense implantation de la maçonnerie en France dans les années 1725-1728, avec une première grande loge, à sa tête le duc de Wharton, qui avait été lui-même grand maître de la Grande Loge de Londres, et qui se revendiquait comme athée. Voilà les sources, les origines. Alors, ce qui est frappant au départ, quand on lit un petit peu l'histoire de ces premières années de la maçonnerie britannique, c'est que il y a beaucoup de classes très élevées. Il y a de l'aristocratie. Ce n'est pas du tout une association d'ouvriers ou de tailleurs de pierre ou de maçons au sens propre. La maçonnerie s'installe en France autour de la cour du roi à Saint-Germain-en-Laye. Louis XV, après avoir interdit la maçonnerie, sera lui-même franc-maçon. Le haut clergé, malgré l'encyclique de Clément XII, qui évidemment excommunie la maçonnerie, sera membre de la franc-maçonnerie. Donc c'est une association évidemment aristocratique, mais qui va très rapidement s'ouvrir à ce qu'on appelle les classes nouvelles. Et qui va de ce fait s'embourgeoiser. Quand on regarde les effectifs de loges très anciennes, par exemple l'anglaise, qui est une loge qui apparaît en 1732 à Bordeaux, on constate que dans cette loge, on va trouver des commerçants, mais également des juristes, des avocats, donc des négociants. Il y a donc, à travers ces états sociaux, je dirais, une diversité qui s'installe très rapidement dans la maçonnerie des premiers temps.
La galaxie maçonnique aujourd'hui dans tout un monde. Nous sommes en compagnie de Daniel Keller, le grand maître du Grand Orient de France. Daniel Keller, on n'est pas en train d'enterrer la franc-maçonnerie, bien qu'on entende un extrait du Requiem de Beaux-Arts, qui était un maçon éminent, mais on s'intéresse à la maçonnerie à l'échelle internationale. Alors, à partir donc de ce creuset britannique, la maçonnerie va diffuser dans le monde, notamment en France. Elle va porter des idées qui sont en gros les idées des Lumières, et elle va avoir une grande influence, notamment, alors en France on vient de le dire, en Belgique et surtout en Amérique du Nord. Tout d'abord, le développement de la maçonnerie à travers le monde va être celui de la maçonnerie anglaise. La maçonnerie va accompagner l'essor de l'Empire britannique. Et c'est comme cela que cette maçonnerie anglaise reste encore aujourd'hui très présente sur les continents anglophones. Alors les pères de la Révolution américaine, Benjamin Franklin en particulier, sont maçons. Alors, il y a eu effectivement une maçonnerie très précoce aux États-Unis. Benjamin Franklin était membre de la loge des Neuf Sœurs à Paris, où il a côtoyé Jérôme Lalande, donc de Helvétius, donc de grands esprits. Lafayette était lui-même franc-maçon, et de façon très symptomatique, la première maçonnerie américaine, celle des insurgés qui vont conquérir leur indépendance, cette première maçonnerie est une maçonnerie proche de la maçonnerie française. Et puis il y aura une éclipse, et au XIXe siècle, quand la maçonnerie américaine renaît, elle renaît sur le modèle anglais. Si l'Amérique avait été un continent, l'Amérique du Nord en tout cas, avait été un continent francophone, peut-être qu'il en aurait été autrement. Mais voilà, donc ça c'est le premier évidemment grand continent maçonnique, et encore aujourd'hui, la maçonnerie américaine évidemment reste une maçonnerie institutionnelle importante, avec une grande loge par État, un grand maître par grande loge. La grande loge de Californie est l'équivalent en termes de nombre du Grand Orient de France. Et elle est très présente, on va en parler tout à l'heure. On visite des temples maçonniques, ça fait partie du circuit touristique dans certaines villes américaines. Alors cette diffusion, donc, dans le monde anglo-saxon, s'accompagne d'une diffusion dans d'autres pays. Et c'est là où c'est peut-être moins bien connu. J'ai appris, par exemple, en préparant cette émission, que l'émir Abdelkader était maçon. Tout à fait, l'émir Abdelkader a été donc en terre d'islam aussi. A été initié parce que il y a eu en terre d'islam et dans les pays arabes une maçonnerie qui s'est développée, et donc à la faveur de, si l'on peut dire, de la colonisation. Alors il y a d'un côté une maçonnerie coloniale qui évidemment se développe dans les différents pays dans lesquels la France va s'installer. Bon, c'est clair qu'il y a eu des loges en Algérie, par exemple, à l'époque de la colonisation, mais il y a aussi une maçonnerie des élites locales qui s'est constituée. Abdelkader en était un exemple. Et je dirais que plus largement, on va voir aussi apparaître à travers le temps une maçonnerie liée au mouvement d'indépendance. C'est le cas... En Afrique ? D'abord en Amérique du Sud. Simon Bolivar, pour prendre un exemple, qui était franc-maçon et qui, bien entendu, est révéré encore comme tel en Amérique du Sud. Mais on pourrait prendre aussi l'exemple de Cuba. Le combat contre l'occupant espagnol s'est fait avec des chefs militaires qui, pour beaucoup, étaient des francs-maçons. Alors, quelles sont les régions du monde où il y a eu le rayonnement le plus important, indépendamment de l'Amérique du Nord, dont on va reparler dans le présent ? La maçonnerie s'est développée sur beaucoup de continents. On va dire que le continent qui fait exception, même si c'est une exception qui aujourd'hui est remise en cause, c'est l'Asie. Même si il a existé une maçonnerie en Asie du Sud, en Indochine, Ho Chi Minh a fréquenté les loges, comme Bourguiba avait fréquenté les loges. Donc les leaders de l'indépendance de ces différents pays s'étaient convertis, je veux dire, à la maçonnerie. Mais la maçonnerie s'est installée sur tous les continents, et l'Afrique est très intéressante de ce point de vue parce que on a deux modèles maçonniques, l'Afrique francophone où on trouve une maçonnerie française et l'Afrique anglophone où on trouve une maçonnerie anglaise. Diffusion aussi dans le reste de l'Europe, Europe de l'Est. Diffusion dans le reste de l'Europe parce que il y a eu un printemps de la maçonnerie au moment du siècle des Lumières.
Catherine II de Russie n'a pas été insensible à la maçonnerie. On était dans les années 1750, quelque chose comme cela. Il y a aussi le printemps de la maçonnerie au début du règne du tsar Alexandre Ier. Bon, avant que ça ne finisse mal, avec la répression du mouvement décembriste dans les années 1820. Il y a quelque chose d'un peu mondain parfois dans cette diffusion, dans les milieux aristocratiques. La maçonnerie attirait, parce que c'était une structure innovante et qui évidemment intriguait, mais en même temps elle rassemblait des esprits rompus au débat, à la discussion, qui maniaient les idées nouvelles, et de ce fait, elle intéressait. Elle était très hiérarchisée quand même. Si on prend par exemple, vous évoquiez les maçonneries en Algérie, on peut imaginer que les loges n'étaient pas les mêmes pour ceux qu'on appelait alors les indigènes et les colons. C'est très évident. Et que si vous prenez encore l'exemple de la maçonnerie américaine, il existe toujours une maçonnerie noire, qui est la maçonnerie de Prince Hall, et vous avez encore, je crois, 8 obédiences américaines qui refusent d'accueillir des Noirs. Donc il y a encore une maçonnerie, effectivement, discriminée aux États-Unis. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre que la maçonnerie va très rapidement développer une culture égalitaire. Le Grand Orient de France, en 1773, instaure l'égalité dans un pays où elle n'existe pas. Le vénérable de la loge est élu, le grand maître est élu, Philippe Égalité, cousin du roi, est élu. Imaginez les discussions qu'il pouvait avoir avec son frère, qui était roi de droit divin. Bon. Mais en même temps, cette même maçonnerie au XVIIIe siècle, à travers une certaine culture des hauts grades, va réinventer des différences, et c'est toute la mythologie chevaleresque et autres, la stricte observance templière, cette maçonnerie qui viendra en partie d'Allemagne, va au contraire re-hiérarchiser la maçonnerie. Donc ça, c'est l'équivoque ou l'ambiguïté qu'on peut y voir. Et puis la maçonnerie ira aussi jusqu'à exclure les gens de conditions modestes, les juifs, dans certains cas. France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Freissé. Please don't leave. I love you more than words can say. Please don't leave. Although I have a price to pay, my love, it was new. Strange as it seems, it will always be you, you, you. There were dreams that made me shine. La galaxie maçonnique aujourd'hui dans tout un monde, nous nous interrogeons donc sur la présence de la franc-maçonnerie à travers le monde. On vient de parler d'hier avec vous, Daniel Keller. Vous êtes grand maître du Grand Orient de France et je sais que vous êtes attaché donc à cette perception internationale, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'on a bien compris dans ce que vous nous disiez que ce monde maçon est extrêmement fractionné. Alors on en vient à la situation d'aujourd'hui parce que justement les pensées, la pensée maçonnique est universelle et on assiste quand même à quelque chose qui est extrêmement comme une mosaïque à travers le monde avec une énorme présence donc en Amérique du Nord. Alors on va en reparler parce que quiconque se rend aux États-Unis, peu au Canada, quiconque va notamment au Brésil, s'aperçoit que le temple maçonnique est au cœur de la cité, on le visite. Bon, en France, on est encore plus dans quelque chose de secret. Alors, interrogeons-nous sur ce que représente la maçonnerie aujourd'hui. Déjà, parlons de l'Amérique du Nord. Il faut distinguer la maçonnerie anglaise, on va dire, qui est une maçonnerie institutionnelle et qui a pignon sur rue, mais dont les travaux se résument pour l'essentiel à de grandes charities. On appellera cela une maçonnerie de club service. Bon. Donc c'est un peu le Rotary à l'échelle... D'une certaine manière. Ouais. Et de l'autre, vous avez une maçonnerie qui, au contraire, est une maçonnerie qui s'est construite dans le soupçon qu'elle a engendré auprès des gouvernements établis, parce qu'elle s'est construite, on va dire, comme une maçonnerie d'opposition. Même si, comme je l'ai rappelé, la maçonnerie
a été ambivalente au début entre sa culture égalitaire et le fait qu'elle pouvait exclure les sans-mêlés à certains moments. Il n'empêche que très vite, la maçonnerie va être désignée pour être l'artisan d'un complot, le complot judéo-maçonnique qui apparaît au tout début du XIXe siècle. Et la maçonnerie va aussi se construire contre les sociétés politiques qui n'étaient pas, on va dire, des sociétés démocratiques, et qui va être le laboratoire d'une démocratie à venir, dont le modèle achevé sera la Troisième République, république maçonnique par définition. Mais donc cette maçonnerie d'idées, cette maçonnerie de projets, si on peut dire, elle, au contraire, va se construire d'abord dans l'opposition. Il va y avoir une grande période où la maçonnerie française sera au grand jour, c'est sous la Troisième République, puis viendront les temps sombres des persécutions, où les maçons seront pourchassés, et je crois que c'est quelque chose qui continue de marquer la culture maçonnique. Donc on est confronté à deux univers à l'échelle de la planète, deux univers, d'un côté... Quand vous allez effectivement aux États-Unis ou dans certains pays d'Amérique du Sud, vous repérez les temples maçonniques le long des rues. Et il y a des personnes qui portent absolument sur leurs vêtements un insigne maçonnique. Absolument. Et il y a eu des présidents américains, Gerald Ford, qui étaient officiellement francs-maçons. Ce qui est quand même peu pensable en France. La République et dans américaine des origines est une république maçonnique. Elle a été portée sur les fonds baptismaux par des maçons. Et en France, c'est différent. C'est différent. Vous ne repérez pas toujours les temples maçonniques quand vous vous promenez dans les rues. Alors d'autres pays, puisque en ce moment on sait bien que à l'échelle européenne on a un très grand besoin de dialogue, d'échange. Que se passe-t-il? Alors j'ai vu sur la carte, puisque heureusement on trouve sur internet une carte qui donne à peu près l'équilibre, le rapport de ces présences maçonniques, et on voit que dans l'Europe, il y a beaucoup de présences, notamment dans l'Europe de l'Est, et je sais que vous-même, vous faites de fréquents voyages. Donc je voudrais qu'on parle de ça maintenant, et peut-être une réémergence maçonnique, ou parfois une simple émergence en Europe actuellement. Il y a la réémergence de la maçonnerie dans l'Europe post-communiste, c'est très clair. Réémergence, ça existait avant. Réémergence parce que cette maçonnerie existait auparavant. On prenait l'exemple de la Bulgarie. Il y a une maçonnerie militaire ottomane qui a existé du temps de l'occupation de la Bulgarie par l'Empire ottoman. Enfin, ça a été plus qu'une occupation, ça a duré presque 4 siècles. Et on voit comment la maçonnerie réémerge après cette période communiste dans des pays comme la Serbie également. Et je crois que... Vous allez là-bas vous-même? J'y étais il y a quelques jours, parce que ce sont des pays dans lesquels la maçonnerie peut jouer un rôle de passerelle. J'entends par passerelle le fait que, par-delà les clivages politiques, la maçonnerie essaie de tendre des ponts entre les pays. Un peu son objectif initial, la République universelle, la fraternité universelle. Et de fait, la maçonnerie opère, je dirais, comme une sorte de processus racinaire. Elle donne des racines à une société parce que elle travaille sur des principes qui sont fondateurs de toute sociabilité. Quand on dit la fraternité, la liberté, l'égalité, tout ça doit s'incarner. Et c'est le rôle un peu de la maçonnerie que de travailler sur ces principes-là. Et puis, pour ces pays, je prends par exemple le cas de la Serbie, où les élites intellectuelles sont encore largement dominées par les élites religieuses gréco-orthodoxes. C'est clair que la maçonnerie, elle apporte aussi un développement dans le sens de la liberté de conscience et de l'affranchissement des dogmatismes. Et c'est ce qui fait qu'elle est très souvent sollicitée. Alors ces obédiences en Europe, on n'a pas le temps de les développer, mais en gros, elles se rattacheraient à quel courant? Au Grand Orient? Il y a beaucoup d'obédiences qui se rattachent, que ce soit au Grand Orient de France, à la Grande Loge de France. La Grande Loge féminine de France a aussi développé des liens d'amitié avec des obédiences féminines. Je crois que toutes les obédiences françaises sont présentes en Europe. Ce qui est important aujourd'hui, au plan européen, c'est la constitution d'une alliance maçonnique européenne. Il faut savoir que la franc-maçonnerie, la Société des Nations, a eu comme premier président un grand franc-maçon qui était Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix. Tout juste après la création de la Société des Nations, la maçonnerie internationale crée l'Alliance maçonnique internationale. Les francs-maçons sont des internationalistes dans l'âme, si je puis dire. Et nous avons aujourd'hui la preuve de cela à travers la finalisation d'une Alliance maçonnique européenne qui devrait rassembler près d'une trentaine d'obédiences en Europe.
dans le Grand Orient de France, le Grand Orient de Belgique, qui est à toutes choses égales par ailleurs aussi important à l'échelle de son pays que le Grand Orient de France en France. Donc ça, c'est important pour que nous soyons plus présents auprès des institutions européennes, que nous puissions peser sur les enjeux de cette Europe malade dans laquelle nous vivons. Et puis il existe aussi un comité de liaison au plan international qui rassemble une centaine d'obédiences, qui est une sorte d'organisation des Nations Unies de la maçonnerie libérale, à laquelle le Grand Orient appartient. Et tout ceci participe d'une volonté de présence institutionnelle plus forte. Avec quelle couleur politique dominante dans cette Europe tiraillée et qui tend de plus en plus vers les extrêmes droites ? Quelle couleur pour les réseaux francs-maçons en Europe actuellement qui réémergent ou qui émergent ? Il est clair que la montée des populismes de l'extrême droite, comme vous dites, la montée des populismes en Europe, que ce soit le Front National en France ou les tensions que l'on observe aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne, ne peuvent qu'inquiéter les maçons. C'est évident. Voilà, on va vers la fin de cette émission à Daniel Keller avec Beethoven, musique rituelle maçonnique. C'était un maçon, Beethoven ? Pas que je sache, mais ma culture maçonnique est peut-être prise en défaut. Alors, juste un mot, on va d'abord recommander à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir ces deux très belles expositions, celle qui est à la Bibliothèque nationale, François Mitterrand, parce que c'est la première fois qu'on va sortir beaucoup de documents, très intéressants. Il faut rendre hommage à Bruno Racine d'avoir souhaité organiser cette exposition. C'est la première grande exposition consacrée à la franc-maçonnerie depuis l'exposition de l'indignité qui s'est tenue en 1940 au Petit Palais sous le régime de Vichy. Et je crois que c'est le plus bel hommage que la République pouvait faire à la franc-maçonnerie en organisant cette très très belle exposition. Avec un très beau catalogue, on est dans l'histoire. Catalogue extraordinaire. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans le sujet qu'on a traité ou qu'on a effleuré nous, c'est-à-dire aujourd'hui et à l'international, mais effectivement une exposition à voir également, une qui est au Grand Orient sur la filiation. Au musée de la franc-maçonnerie. Voilà. Chevalier et Templier, qui va nous replonger dans l'imaginaire maçonnique avec cette filiation mythologique. Parce que, bien entendu, historiquement, ça n'est pas avéré, entre l'ordre du Temple et la maçonnerie. Voilà, une occasion de se documenter, de peut-être enlever certains préjugés, de mieux comprendre, et puis dans l'espoir aussi que la franc-maçonnerie lève un peu en France le secret, puisque on voit bien que sur le plan international, vos idées peuvent contribuer à améliorer un certain nombre de choses, et le secret est certainement actuellement un handicap, et ce secret n'est pas partagé par toutes les loges, puisque aux États-Unis, on le disait, le secret n'existe pratiquement plus. Vous êtes pour la levée relative de ce secret, de ce rituel? Mais nous n'avons rien à cacher. Le secret initiatique, c'est un secret symbolique. Pour le reste, tout est ouvert et se fait portes et fenêtres grandes ouvertes. Merci Daniel Keller. Je voulais également signaler un livre très précieux pour quiconque veut commencer à comprendre ce qu'est la maçonnerie, le grand livre de la franc-maçonnerie d'Alain Keruel, un panorama chrono-thématique, c'est pour les ignorants comme moi, c'est publié chez Erol, c'est un joli livre et c'est très didactique, on comprend le cheminement de l'histoire maçonnique. Merci. Merci. Voilà, et c'est avec cet extrait de ce très beau disque de Yom qui sort ces jours-ci, Journey of Life, c'est presque un thème maçonnique, le voyage de la vie, que se termine Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Tar Boukhlifa, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde chaque samedi avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé. Qui cède l'antenne France Culture à Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.